Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. En attendant que tous les participants se connectent, question de mieux se connaître, vous pouvez prendre le temps de vous présenter là, brièvement dans le chat, votre nom, prénom, le pays d'où vous venez, peut-être les domaines qui vous intéressent. Comme ça, on va mieux se connaître. Ça va bien partir ce webinaire. C'est bien, on voit la belle diversité au sein de la francophonie. On a des gens de la RDC, du Cameroun, Tchad, du Burkina Faso. Bonjour, bonjour. De Haïti. On va attendre encore quelques petites minutes, puis on pourra débuter. On sera aussi live sur Facebook. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous venez de vous joindre à nous, présentez-vous dans le chat. On aime bien savoir de où vous nous suivez.
Bonjour, bonjour, chères participantes, chers participants. On vous souhaite la meilleure des bienvenus à ce 7e webinaire de l'Unité Jeunesse, Sport et Citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. Soit vous nous suivez sur le Zoom ou encore sur la page Facebook de l'OIF Jeunesse. Donc, ce webinaire est dédié à un sujet d'une grande importance, l'égalité entre les hommes et les femmes, avec un accent particulier sur la déconstruction des stéréotypes. Donc, je m'appelle Catherine Boucher et je serai votre modératrice pour la prochaine heure. Et puis, avant de plonger dans des discussions stimulantes avec nos intervenants, je vais me permettre de vous rappeler quelques règles de base pour assurer une belle expérience là, pour tous durant ce webinaire. Donc, merci de bien vouloir éteindre vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole. La première partie du webinaire sera consacrée à des présentations et des échanges entre nos intervenants. On aura aussi 2 vidéos à vous présenter. Et puis, par la suite, les participants auront l'occasion de poser leurs questions aux intervenants. À ce moment-là, je vous demanderai de lever votre main avec la fonction sur Zoom ou encore d'écrire directement vos questions dans le chat. Et puis, dans l'esprit de créer un espace bienveillant et respectueux, merci de participer de manière constructive avec un dialogue et une écoute mutuelle et respectueux. Donc, merci beaucoup. Je remercie aussi mes collègues qui pourront peut-être vous saluer là, en allumant leur caméra. Sans eux, ce ne serait pas possible, là, ce webinaire. Donc, on a ici Thomas Ghislain. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Lucie Aounès. Bonjour tout le monde. En direct de Moncton, au Canada. Et Boshra Ayadi. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, d'entrée de jeu, afin de permettre à tous de déjà participer, on va tout de suite lancer une question sondage sur Zoom à laquelle vous pouvez répondre. Je vais la lire pour ceux qui nous suivent sur Facebook, qui pourront répondre dans les commentaires. Donc, avez-vous déjà eu une femme chef d'État ou encore première ministre, présidente à la tête de votre pays? Donc, oui ou non. Donc, je pense qu'on peut poursuivre. Est-ce qu'on va voir les résultats du sondage s'afficher? Donc, 36 % oui, 64 % non. Donc, peut-être que les réponses à ces sondages-là, là, ça va inspirer la discussion pour la suite. Maintenant, sans plus attendre, je vais vous présenter nos intervenants. Nous avons Camina Diallo, qui est spécialiste de programme et chargée de l'intégration de l'égalité femmes-hommes à l'unité égalité femmes-hommes de l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons Konstantinos Eleftheriadis, j'espère que je prononce bien le nom, docteur en sciences sociales, enseignant à Sciences Po Paris et consultant sur les questions d'égalité, diversité et inclusion. Il a récemment aussi dirigé une étude de l'OIF portant sur l'identification et la collecte d'informations sur les normes et expressions sexistes dans l'espace francophone. Il a également participé en 2021 à la réunion annuelle de la branche parisienne des champions internationaux de l'égalité des sexes sur la même thématique de la déconstruction des stéréotypes sexistes. Donc, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation.
Donc, je vais demander là, pour commencer à Kamina de se présenter. Oui, alors comme vous le disiez, hein, je suis spécialiste de programme chargée de l'intégration de l'égalité femmes-hommes au sein de l'unité égalité femmes-hommes de l'OIF. Je suis un petit produit aussi de la francophonie, franco-gabono-guinéenne. Et puis, j'ai rejoint l'OIF il y a plus de 3 ans maintenant. Euh, donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais demander la même chose là, à Constantinos de se présenter brièvement. Pareil, comme vous disiez, moi voilà, j'ai un parcours plutôt universitaire derrière moi parce que j'ai fait une thèse sur les minorités des genres, justement, et depuis j'ai travaillé dans différents établissements universitaires un peu partout en Europe. J'ai un parcours aussi assez européen. Je viens de Grèce initialement, je suis franco-grec maintenant et j'ai fait ma thèse en Italie. Bon, bref, donc j'ai eu une approche un peu plus européenne et globale du sujet des genres. Et ces dernières années, j'accompagne des entreprises et des administrations sur la mise en place de leur politique égalité des genres et diversité et inclusion, ce qui est un vaste domaine, surtout ici en France. Et en même temps, j'essaye aussi d'être un peu, d'accompagner des organisations internationales comme la vôtre, des établissements aussi académiques qui me sollicitent de temps en temps pour apporter une approche genre sur leurs propres pratiques. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de poursuivre avec nos questions, on va regarder ensemble une vidéo réalisée par notre unité égalité femmes-hommes portant sur les jalons historiques. Ça ne devrait pas être long. L'engagement de la francophonie en faveur de l'égalité entre les femmes et On a un petit souci technique. Peut-être... OK, on va poursuivre avec des questions, puis on reviendra par la suite, là, s'assurer qu'on peut bien suivre la vidéo. Donc, je vais commencer là, avec vous, Kamina. Directement, on se plonge dans le sujet. Premièrement, si vous pouviez nous expliquer c'est quoi un stéréotype sexiste? Est-ce différent du sexisme? Ouvre votre micro, Kamina. Alors, je disais que oui, un stéréotype sexiste, c'est une croyance, c'est une idée préconçue, hein, c'est une généralisation simpliste qui va concerner les rôles, les traits de caractère et les compétences ou les comportements attendus de chaque sexe. Pour être plus claire et précise, des stéréotypes sur les femmes, ça va être par exemple qu'elles sont plus émotionnelles, qu'elles vont être plus sensibles, alors que les hommes, eux, ils sont plus rationnels et plus forts. Ou alors que les femmes, elles vont être moins compétentes dans les domaines scientifiques et techniques, et que les hommes, par exemple, ils ne doivent pas pleurer et ne doivent pas exprimer leurs émotions. Ça va être voilà, des formes de stéréotypes sexistes. Le sexisme, quant à lui, ça va être un ensemble d'attitudes, ça va être des croyances, des comportements ou des systèmes qui vont discriminer, qui vont marginaliser ou qui vont opprimer une personne ou un groupe de personnes en fonction de leur sexe. Si je dois donner un exemple, la discrimination salariale, c'est une des conséquences du sexisme. La sous-représentation des femmes dans les sphères décisionnelles, par exemple. Donc, si vous voulez, on peut dire que les stéréotypes, ils vont contribuer au sexisme
en renforçant les inégalités et en perpétuant les attitudes discriminatoires. D'accord, je vois. C'est très clair et on sait que c'est très ancré encore dans nos sociétés. Donc là, on me dit que la vidéo fonctionne à nouveau. La vidéo va peut-être venir compléter là, ce que vous venez de dire. Donc, on va regarder ensemble la vidéo. L'engagement de la francophonie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes a été marqué par plusieurs jalons historiques. 1995, participation à la Conférence mondiale sur les femmes de Beijing et adhésion au programme et à la plateforme d'action. 2000, organisation à Luxembourg de la première conférence des femmes de la francophonie et adoption de la déclaration de Luxembourg qui dote la francophonie d'une politique en matière de renforcement du pouvoir d'action des femmes et d'égalité des sexes autour de 2 priorités, prise de décision et mécanismes institutionnels. 2015, déclaration francophone en faveur de l'autonomisation économique des femmes lors de la 59e session de la Commission de la condition de la femme à New York. 2016, adoption à Antananarivo à Madagascar d'une résolution portant création d'une entité visant à promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein de l'OIF. 2017, organisation de la conférence des femmes de la francophonie à Bucarest sur le thème Création, innovation, entrepreneuriat, croissance et développement, les femmes s'imposent. Celle-ci a notamment permis la mise en place d'un réseau francophone de femmes entrepreneurs et de rappeler l'importance d'appliquer le principe d'égalité femmes-hommes dans le secteur économique. 2018, adoption lors du sommet d'Erevan en Arménie de la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. 2019, co-organisation avec l'État tchadien d'une conférence internationale à N'Djamena visant à promouvoir l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone, grâce à laquelle a été adopté l'appel de N'Djamena. 2020, mise en place au sein de l'EIF de l'unité égalité femmes-hommes, une entité permanente dédiée à la promotion des femmes et des filles et lancement du fonds La francophonie avec elle pour accompagner la résilience des femmes et des filles parmi les plus vulnérables de l'espace francophone, notamment celles affectées de manière disproportionnée par les impacts socio-économiques désastreux de la pandémie à Covid-19. 2021, lancement du portail numérique Relief, une plateforme de recherche, d'échange et de partage des ressources et bonnes pratiques EFH, notamment éducatives, entre les pays de la francophonie. Lancement des initiatives Déclic, Formez-vous au numérique avec l'OIF et les pionnières de l'entrepreneuriat francophone, 2 projets phares dont les femmes sont parmi les cibles prioritaires. Voilà, merci pour la vidéo, Camina. On va poursuivre avec nos questions. À Constantinos maintenant, quelles sont les différences entre les stéréotypes? Non, plutôt, je m'excuse. Quelles sont les différences entre stéréotypes, préjugés et discrimination sexiste? Tout à fait. Merci pour cette question. C'est une question en fait qui nous permet de clarifier certaines notions. Je pense que Camina, elle les a déjà un peu précisées. Mais l'idée derrière tout ça, c'est aussi de penser qu'il y a quand même une chaîne qui nous amène très souvent d'un stéréotype au préjugé et d'un préjugé à la discrimination. D'accord? C'est-à-dire que les 3 sont liés. Les stéréotypes, Camina l'a dit un peu tout à l'heure, c'est des croyances partagées pour un groupe social concernant concrètement des caractéristiques et des comportements. Par exemple, comme disait Camina, les femmes sont très émotives, les hommes sont durs. Voilà. Donc ça, c'est des croyances qui sont partagées. Quand on parle des croyances, il faut savoir que, comme toute croyance, on n'arrive pas à être sûr si c'est vrai ou si c'est moins vrai ou si c'est faux. En fait, c'est ça qui est très étrange avec un stéréotype. Par conséquent, avec toute croyance, c'est pas vérifiable, c'est pas validable, si vous voulez. Ce qui permet justement d'avoir qu'un stéréotype prenne une place très importante au sein d'une société. Et très souvent, quand je veux parler avec des gens, on va me dire mais moi, je ne suis pas sexiste, mais je n'ai pas de stéréotypes sexistes. Or, on les connaît tous, les stéréotypes sexistes. C'est-à-dire, on a tous et toutes socialisé dans des sociétés où ces stéréotypes circulaient, n'est-ce pas?
circuler à l'école, dans le média, sur les réseaux sociaux, dans les pubs, etc. Et du coup, on a tous et toutes intériorisé, absorbé ces images, voilà, et ça devient, ça fait partie de notre logiciel pratiquement, hein. Ça s'intègre dans les cerveaux. Les préjugés, c'est quelque chose qui va plus ou moins donner le feu vert ou le feu rouge aux stéréotypes. C'est une attitude individuelle qu'on aura vis-à-vis d'une personne, cette fois, donc c'est une attitude individuelle, et qui va, par exemple, c'est en fait, souvent, c'est ce que j'ai dit, c'est les réflexes qu'on aura dans le cadre d'une situation concernant un stéréotype. Je vous donne un exemple très concret. Imaginez que vous êtes au travail et vous avez une collègue, femme, qui vient en urgence et vous dit, écoute, j'ai besoin de ta voiture pour aller chercher mon enfant à l'école parce que quelque chose lui est arrivé. Alors, ici, on est dans une situation assez classique dans laquelle le stéréotype est que les femmes ne conduisent pas bien, les femmes conduisent mal, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un stéréotype assez cliché qu'on retrouve par ailleurs dans différentes sociétés et l'étude que j'ai menée pour l'OIF le montre assez clairement. Du coup, nous, en tant qu'individus, comment on va réagir face à cette demande de notre collègue? Est-ce qu'on va avoir peur de lui donner la clé? Est-ce qu'on va lui faire confiance de la même manière qu'on aurait fait confiance à un homme ou pas? Les préjugés, c'est ça, hein. Les préjugés, c'est cette préconception. On va, sans avoir jamais vu notre collègue conduire, on ne sait pas si elle conduit bien, on ne sait pas si elle conduit mal, et pourtant, hein, on aura cette petite peur, hein, c'est manque de confiance qu'on n'aurait pas eu si, à sa place, on avait un homme. Hein. Donc ça, c'est les préjugés. Et puis la discrimination, vous comprenez bien que ça dérive très facilement d'un préjugé parce que dans les cadres, par exemple, Kamina aussi l'a mentionné tout à l'heure, si on parle de la situation, par exemple, de la négociation d'un contrat salarial, je veux dire, ou si on parle d'une promotion au sein d'une entreprise, au sein d'une administration, est-ce qu'une femme aura la même opportunité d'accéder à ces postes à responsabilité comme un homme? Ou au contraire, à cause de ces stéréotypes, des préjugés qui dérivent, cette femme n'aura pas les mêmes chances. Donc la discrimination viendra au moment où on va, par exemple, pour un poste de manager, un poste à responsabilité, on va préférer un homme à la place d'une femme, alors que cet homme possède moins de compétences que cette femme. Voilà, j'espère que ça a été clair. Oui, oui, c'est clair, merci. On va rester dans le sujet. Là, on parle de stéréotypes sexistes. Quand on parle de stéréotypes de genre, ou alors qu'est-ce qui est la question de genre? Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur cette notion de genre? Alors, je pense que c'est important, surtout quand aujourd'hui on parle beaucoup de stéréotypes de genre. On parle bien sûr des stéréotypes sexistes, mais il faut qu'on fasse la distinction. Parce que et ça, c'était aussi très évident quand on a mené l'étude au sein de l'OIF. On a vu qu'il y avait quand même, évidemment, il y a pas mal de stéréotypes qui concernent les femmes. Ça, c'est sûr. On va attribuer aux femmes des qualités naturelles concernant, par exemple, leur capacité à élever un enfant, à être douce, à être à l'écoute. Toutes ces qualités, hein, on va les attribuer très souvent aux femmes. Mais c'est ce qu'on voit aussi quand on regarde de près, c'est que il y a pas mal de croyances qui sont liées aux hommes aussi. C'est-à-dire, on va attribuer des caractéristiques à tous les hommes, hein. On va penser, par exemple, que c'est les hommes qui doivent apporter de l'argent à la maison. On va considérer que les hommes doivent être un peu durs, hein, et qu'ils ne doivent pas être très émotifs. On va considérer que c'est les hommes qui doivent gérer, par exemple, tout ce qui est matériel ou même la vie publique, hein. On va penser que c'est... Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on a eu un chef d'État ou une chef d'État dans notre pays? Ben justement, ça, c'est assez classique quand on parle de stéréotypes de genre. On va considérer qu'un homme, malgré tout, saura mieux gérer, hein, la chose publique, la vie publique, parce que, voilà, encore une fois, c'est des croyances qui s'appuient sur rien pratiquement, mais c'est arbitraire. Mais les stéréotypes de genre, ça nous permet d'avoir une vision plus holistique, si vous voulez, plus complète
parce que ça nous permet de comprendre les stéréotypes qui concernent les hommes et les femmes, les garçons et les filles, et de comprendre pourquoi, par exemple, on a plus d'accidents des routes qui se passent chez les garçons et moins d'accidents des routes qui se passent côté filles. Hein? Tout ça, en fait, ça nous permet finalement de mieux comprendre la société dans laquelle on vit. Donc, juste pour compléter, les genres, on va les définir comme ces systèmes, c'est un système social finalement qui nous définit un homme et une femme, voilà, c'est une catégorisation assez binaire, et puis qui va nous hiérarchiser également, c'est-à-dire on va penser que les hommes sont plus importants que les femmes. Là, je fais un peu grossier, juste pour faire comprendre ce que c'est les genres. Hein, c'est un système social. Le sexisme, c'est un phénomène qui est très lié à ce qui se passe, ce que subissent les femmes en général. Bien sûr, que souvent on me pose la question, est-ce qu'un homme ne peut pas être victime d'une remarque sexiste, par exemple? C'est vrai que c'est possible, mais si un homme est victime d'une remarque sexiste, c'est notamment les hommes qui ne correspondent pas aux normes de virilité classiques. C'est ces hommes-là qui subissent des remarques sexistes, alors que côté femmes, toutes les femmes, presque, en tout cas toutes les études le montrent un peu partout, en France, en Afrique, en Asie, toutes les femmes subissent des remarques sexistes dans leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne. Donc, si vous voulez, sur le plan arithmétique et quantitatif, c'est incomparable le sexisme que subissent les femmes par rapport aux hommes. Tout à fait. Merci. Merci pour cette distinction-là. On sait aussi que la notion de genre peut être aussi plurielle. Mais dans ce webinaire-ci, on se concentrera plus à la question égalité femmes-hommes, alors qu'on connaît qu'il peut exister plusieurs autres genres. Donc, je vais poursuivre avec une question à Kamina sur l'état des lieux. Si elle pouvait nous présenter quel est l'état des lieux actuel de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace francophone et quelle action mène l'OIF dans ce domaine. Oui, alors l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace francophone, il présente encore de nombreux défis, malgré des progrès notables. Les inégalités, elles persistent dans de nombreux domaines, tels que l'éducation, le marché du travail, on en a parlé, avec les inégalités salariales, la discrimination à l'embauche et j'en passe. La participation politique aussi. Par exemple, dans l'espace francophone, il n'y a que 13 pays sur les 88 États et gouvernements membres qui ont une femme à la tête en tant que présidente ou première ministre de l'État ou du gouvernement. 13 sur 88, on est encore très loin de la parité. Donc, en dehors de la participation politique, on a aussi tout ce qui est représentation dans des postes de décision, que ce soit dans le domaine secteur politique, mais aussi au niveau économique. Là aussi, si je dois vous donner un chiffre, si on regarde les entreprises cotées en bourse, les 20 plus grandes entreprises cotées en bourse, il y a que 6% de femmes qui sont à la tête de ces entreprises. Donc, encore une fois, de grands défis et de nombreux obstacles. Et les stéréotypes de genre ainsi que les discriminations, ça demeure des obstacles importants. En dehors de ça, on va encore avoir des questions qui sont liées aux violences basées sur le genre, à des grandes inégalités en matière d'éducation, notamment en matière d'accès à l'éducation, mais aussi de rétention pour les filles et les femmes. Et donc, tout ça, ça a des conséquences assez importantes. Au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, mais même plus largement, on peut, comme on le précise dans la vidéo, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, en 2018, lors du sommet d'Erevan en Arménie, ils ont adopté la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et d'autonomisation des femmes et des filles. Donc, cette stratégie, son objectif, c'est notamment de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'approche francophone en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et elle s'inscrit pleinement dans le cadre plus global de renforcement des efforts de la communauté internationale qui vise à atteindre l'égalité et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, notamment dans le cadre des ODD, donc des objectifs de développement durable, dans son objectif 5 qui porte sur justement l'égalité femmes-hommes. Et donc, cette stratégie,
elle se décline en 5 axes. Le premier, il porte sur la promotion des droits des femmes et des filles et la lutte contre toute forme de discrimination et de violence faite à leur encontre. Le deuxième, il va porter sur l'amélioration de l'éducation et de la formation des femmes et des filles. Le troisième, sur le renforcement de l'autonomisation économique des femmes. Le quatrième, sur le leadership, l'amélioration du leadership et de la participation des femmes aux sphères décisionnelles. Et le cinquième, sur l'institutionnalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la francophonie. Parmi ces 5 axes, il y en a 2 qui sont prioritaires. C'est notamment celui portant sur l'amélioration de l'éducation des femmes et des filles et celui sur l'autonomisation économique des femmes et des filles. Ça, c'est vraiment le contexte plus global. Ces 5 axes, ils représentent donc une approche globale et systémique qui vise à aborder tous les enjeux dont on a parlé, tous ces défis en matière d'inégalité finalement entre les femmes et les hommes. Et donc, depuis l'adoption de cette stratégie, malgré donc les contextes de crise multidimensionnelle qu'on connaît, que ce soit la crise climatique, mais aussi les conflits, la crise économique également, la francophonie, elle a intensifié ses efforts en mettant en place un certain nombre d'actions, des actions variées, pour travailler pour et avec les femmes et les filles, mais aussi les hommes, parce que souvent on l'oublie, mais l'égalité femmes-hommes, c'est pas juste travailler pour les femmes, qu'avec des femmes. Non, on a besoin d'hommes. On a besoin d'hommes, on a besoin de les sensibiliser, on a besoin d'en faire des alliés, comme on dit souvent. Et donc, c'est vraiment important que ce soit une question qui ne soit pas juste une question de femmes, donc de mettre toujours des femmes au poste de ministre, par exemple, de la condition de la femme, de la famille, et j'en passe, mais vraiment aussi que les hommes prennent conscience que ces thématiques-là, elles les concernent aussi parce qu'elles les impactent aussi. C'est ce que mentionnait notamment Constantinos quand il disait que quand on parle de stéréotypes sexistes, on ne va pas parler que des stéréotypes ça ne va pas avoir un impact que sur les femmes, mais aussi sur les hommes, ou quand on attend aussi d'un homme qu'il soit tout le temps fort, qu'il soit tout le temps, rationnel, dominant, et j'en passe, qu'il soit l'exemple de la virilité, de la masculinité, ça a un impact aussi sur sa manière de se comporter, d'agir, et sur comment il va se développer. C'est pour ça qu'on va avoir aussi un certain nombre d'hommes plus violents, parce qu'ils vont avoir aussi du mal à exprimer leurs sentiments de manière plus posée, comme on va l'apprendre aux filles dès le plus jeune âge. Donc tout ça, c'est la socialisation. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais je voulais vraiment souligner que la question de l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas une question de femmes, c'est une question vraiment qui concerne tout le monde. Pour maintenant rentrer dans l'aspect plus technique sur les actions menées par l'organisation en faveur des femmes et des filles, notamment de l'espace francophone, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une avancée notable qui va concerner notamment l'autonomisation économique des femmes. On en parlera un peu plus tard, plus en détail, mais on a notamment créé en 2020 le fonds La Francophonie avec elle pour renforcer l'autonomisation économique des femmes, notamment dans un contexte particulier qui était celui de la pandémie. En dehors de ça, par exemple, dans le domaine de l'éducation, du renforcement de l'éducation des filles, il y a le portail Relief qui a été créé en 2021. Ce portail, ce qu'il permet, c'est de partager des ressources éducatives libres, mais aussi des bonnes pratiques en matière d'égalité femmes-hommes, ainsi que des informations en français. Et ça, je le précise, c'est important parce que beaucoup de données sur les questions d'égalité femmes-hommes dans les différents pays sont souvent en anglais, ce qui aussi fait qu'il y a un manque d'accès à ces informations. Donc, ce sont des informations en français sur les contextes législatifs et les dispositifs institutionnels des pays francophones. Cette plateforme Relief, elle contient aussi une formation en matière d'égalité femmes-hommes à l'attention des enseignants et enseignantes et du personnel pédagogique de l'espace francophone. Et depuis sa création, donc en 2021, cette formation, elle a permis à plus de 2000 enseignants de l'espace francophone d'être formés pour justement animer des classes de manière plus sensible à l'égalité femmes-hommes, parce que comme on le disait, d'une part, l'éducation, c'est un de nos axes prioritaires, mais ce n'est pas pour rien que c'est un des axes prioritaires, c'est parce que c'est crucial dans le développement
dans la réduction des inégalités de manière plus globale. En dehors de ce portail, il y a aussi un certain nombre de projets phares qui intègrent la dimension égalité femmes-hommes, tel que le projet phare Déclic, qui permet aux jeunes notamment d'être formés au numérique et qui a permis à plus de 50% de ses bénéficiaires, enfin, 50% de ses bénéficiaires sont des femmes. Ça, c'est important. On travaille aussi sur l'état civil, notamment au Niger et à Madagascar. Et les femmes et les filles sont des cibles privilégiées parce que l'accès à l'état civil, ça permet aussi d'accéder à ses droits, à sa citoyenneté, à mieux pouvoir du coup accéder à l'éducation. Souvent, sans acte d'état civil, malheureusement, on ne peut pas parfois passer certains concours. Donc vraiment, dans l'ensemble de nos projets, on veille à ce que justement l'égalité femmes-hommes soit prise en compte et donc intègre véritablement cette dimension. Tout à fait, merci. On voit tous les efforts qui sont déployés. Puis comme vous le dites, les résultats, les retombées que ça peut avoir là, chez les femmes. Donc, toutes les ressources dont vous avez mentionné ont été partagées dans le chat. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt parmi les participants pour avoir accès à ces ressources. Donc, nos collègues se chargent de les mettre dans le chat. Donc, maintenant que vous nous avez parlé des actions menées par l'OIF, maintenant, avez-vous des outils à partager que chacun et chacune peut mobiliser là, pour travailler en faveur de l'égalité des genres? Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire là, en tant qu'individu? Alors, moi, je crois que la réponse doit être globale et complète. Ça veut dire, en tant qu'individu, on va réussir peu de choses. En tant que collectif, je pense qu'on pourra réussir beaucoup plus. Moi, je pense que c'est important quand même de ne pas considérer tous ces stéréotypes, parce que là, aujourd'hui, on parle de stéréotypes qui nous amènent, qui amènent très souvent aux discriminations, de ne pas prendre ces stéréotypes un peu à la légère en disant, voilà, c'est juste des expressions, c'est juste des phrases qui circulent, c'est juste, parfois c'est aussi, les stéréotypes sont tellement ancrés dans une culture qu'on va même les utiliser pour rigoler, c'est-à-dire ça fait partie de notre humour. Je vous rappelle les fameuses blagues sur les blondes, par exemple, c'est un exemple très, très typique de quelque chose qui nous semble très anodin, que les gens rigolent, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Derrière, ça se cache un sexisme assez primaire, assez ordinaire, qui va avoir des impacts pas forcément discriminatoires en termes d'emploi ou je ne sais pas quoi d'autre, mais en tout cas en termes de représentation, mais en termes aussi de bien-être de personnes qui subissent ce type de remarques. Donc, je pense que tout ça, c'est notre rôle de ne pas de battre contre les stéréotypes et d'essayer toujours de les déconstruire dans tous les contextes, dans tous les domaines possibles. Et je pense que chacun a notre rôle. Par exemple, moi, en tant que consultant ou en tant qu'enseignant, j'apporte mon propre regard. Il y a des artistes aujourd'hui qui travaillent beaucoup sur la déconstruction des stéréotypes, justement en les utilisant pour les contourner. Je pense que ça, c'est une stratégie, par exemple, qui marche très bien parce que ça marque les esprits et il y a même des publicités aujourd'hui qui les font, ça. C'est-à-dire, voilà, on va prendre un stéréotype et on va les contourner pour montrer quand même ses limites. Je pense qu'il s'agit de stratégies très importantes et qui montrent, et ça c'est important, qu'une société est consciente des stéréotypes qu'elle produit elle-même. Je vous dis ça parce que souvent, beaucoup des sociétés, quand on parle de beaucoup de politique, surtout quand on parle d'égalité homme-femme, ils vont mettre en avant les lois. Ils vont mettre en avant quelques quotas en disant, bah, regardez, nous, on a adopté par exemple une loi, on a signé la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes, blablabla, blablabla, et ils vont réduire la question d'égalité aux lois, et à quelques politiques publiques. Et par conséquent, ces regards en fait très légalistes, si vous voulez, ne nous permettent pas de comprendre les inégalités qui se construisent sur le plan culturel. Et je pense que si on veut vraiment attaquer les stéréotypes et les discriminations qui engendrent,
je pense que c'est important de faire un travail très précis, très moyen terme, long terme, sur la culture qui les produit. Hmm. Voilà. Ça, c'était je ne sais pas si, Camilla, tu veux rajouter autre chose. Oui, pour compléter, je pourrais dire la sensibilisation, c'est important. Oui. Participer à ce type de webinaire, s'informer, c'est déjà une première étape. Les stéréotypes, il y en a partout et sur à peu près tous les sujets. Là, on est sur les stéréotypes sexistes, mais voilà, il y en a qui existent dans différents domaines, vous vous en doutez. Ça permet, comme on l'a dit, de simplifier la réalité. Donc, on en est tous, malheureusement, même nous, en tant qu'experts sur ces domaines-là, imprégnés. Donc, une première étape, ça va être d'être sensibilisé sur ces domaines. La deuxième étape, ça va être aussi de les déconstruire, hein, comme disait Constantinos. Donc, vraiment se dire, OK, là, je suis face à ça. Qu'est-ce que je fais? De les dénoncer aussi. C'est très important. Il y a des plateformes qui existent où je sais je connais sur les réseaux sociaux, par exemple, des pages où des gens peuvent partager des pubs sexistes qui, pour le coup, existent partout. Hein. Il y a je peux prendre l'exemple de grandes, sans les nommer, mais de grandes sociétés où ils disent quand on voit l'image avec une femme, on va avoir l'image où la femme, elle va dire mon appart, ça permet de payer ma collection de chaussures. Et l'image de l'homme, ça va être mon appart, il aide à financer ma start-up. Vous voyez déjà ce chose, comment ça impacte les personnes qui les visualisent. Ou alors, on va avoir une autre image où on va dire Marianne, chauffeur pour X, et maman avant tout. Alors que par contre, de l'autre côté, Foodil, il est chauffeur et c'est un jeune chef d'entreprise. Vous imaginez on ne mentionnera pas qui est le père. Exactement. Vous imaginez l'impact que ça a, ce genre d'image que vous et moi, on voit, mais également les enfants du plus jeune âge, et on grandit et on se construit aussi avec ce genre d'image. C'est pour ça que nous, au sein de l'OIF, on travaille vraiment sur ces thématiques-là pour essayer de les déconstruire. On travaille notamment, nos partenaires privilégiés, c'est notamment les organisations de la société civile. On travaille également, par exemple, dans le domaine de l'éducation, qui est un secteur clé, parce que les manuels scolaires, par exemple, on a grandi tous avec des manuels scolaires où, par exemple, majoritairement, on va voir, si on a un manuel scolaire où la maman, elle est mère au foyer et que papa, c'est lui qui ramène les repas, qui est le bread earner, si je puis dire, ça va aussi avoir un impact sur la construction des enfants. Quand on va voir tous les exercices ou les mathématiques, ça va être que des garçons. Les ingénieurs, ça va être que des garçons. Vous imaginez aussi l'impact que ça va avoir. C'est pour ça que nous, on travaille aussi sur, par exemple, la création d'une norme éducation-égalité pour des manuels scolaires sensibles à l'EFH. Et pour ajouter... Où chaque acteur de la chaîne du livre, ils sauront quoi faire pour justement produire des manuels qui sont justement dénués de stéréotypes sexistes qui ont encore aujourd'hui un impact extrêmement important sur le développement des enfants et sur le métier. Je veux dire, c'est un impact tout bêtement. Moi, je sais que dans une autre vie, par exemple, je travaillais sur les questions de sécurité et dans ce secteur-là, je me souviens qu'on je demandais notamment pourquoi il y a si peu de femmes dans le secteur de la sécurité dans ce pays. Pourquoi il y a si peu de femmes dans la police, dans l'armée, etc. Et on m'a parlé de plein de choses, de harcèlement sexuel et sexiste, ce qui est vrai, c'est une question très importante qui freine la présence des femmes dans ces secteurs. Mais au bout d'un moment, j'ai un interlocuteur qui m'a dit, mais parce que aussi, dites-vous qu'elles ne font pas de sport, les petites filles ne font pas de sport, et que parfois, tout bêtement, il y a des concours qui testent aussi la capacité physique des femmes, et que le fait que très tôt, les filles, on les encourage pas assez justement à pratiquer toutes sortes de sports, ça fait que, je dis pas que les femmes sont moins capables, mais vu qu'on les laisse grandir en leur permettant, ou en tout cas en les écartant aussi parfois de tous ces domaines-là, ça a un impact après très, 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 très précis, très clair sur ce qu'elles font et ce qu'elles peuvent faire de manière physique dans les tests. Même quand on les adapte, parfois, si un homme, on lui demande de courir 15 km, parfois la femme, ça va être 8. Mais même ça, il me disait que c'est parfois compliqué aussi parce que dès la petite enfance, malheureusement, les filles on n'encourage pas assez les filles à faire des activités physiques. Ça, c'est des exemples très précis.
Constantinos, je te laisse la parole. Non, non, tout à fait. Je voulais juste rajouter, parce que tu as évoqué l'éducation aussi, je pense que c'est important de dire que, bien sûr, les petits élèves grandissent avec certaines représentations, avec certaines images et ils intériorisent, mais il ne faut pas oublier aussi le rôle des enseignants qui ont eux-mêmes et elles-mêmes intériorisé les mêmes stéréotypes. Et aujourd'hui, on a pas mal d'études qui montrent, par exemple, que les profs de mathématiques, eux-mêmes, elles-mêmes, vont beaucoup plus encourager les garçons par exemple, en étant un peu plus strict, en étant un peu plus rigide avec les garçons, justement pour les faire avancer, et en comparaison avec des filles, où même si elles font quelques erreurs, on va dire, bah, c'est pas grave. Hmm. Tout ça, ça Ouais. se passe pas forcément consciemment. Il faut un peu sortir de cette idée qu'on est des méchants derrière, voilà, qu'on va distinguer les garçons et les filles. Au contraire, les enseignants se voient comme très égalitaires souvent, hein. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est aussi, comme je vous expliquais tout à l'heure, que les stéréotypes existent dans la société en entier. On n'est pas épargné hein, de ces stéréotypes-là. Malgré tout le travail qu'on fait, on tombe dans les pièges du stéréotype très facilement et très rapidement. C'est pour ça qu'il faut une vigilance permanente, systématique. Et les institutions comme la vôtre, les travaux que vous faites, je pense que c'est très important parce que justement, vous contribuez à cette vigilance hein, permanente. Et juste pour conclure avec, tu as parlé aussi des sports, je pense que les épreuves sportives, par exemple, sont aussi prouvées être des épreuves qui se sont construites sur le modèle masculin très souvent et sur un modèle masculin aussi très précis, si je rajoute une complexité encore. Ce qui fait que pas mal de concours, si on pose par exemple la limite de courir 100 mètres en 10 secondes, bah, on se demande pourquoi en fait. Ça sert à rien si tu es un policier de courir 100 mètres à 10 secondes. Donc, on comprend aussi que parfois la société pose des limites un peu arbitraires hein, et qui sont pas très bien réfléchies finalement et qui empêchent certaines personnes à accéder à ce type de poste juste parce que, bon, ça reste des croyances, voilà, qui sont pas très Peut-être rationnelles. juste 2 points avant de relaisser la parole sur la question du sport. On va partager avec vous une palabre qui a été organisée au début du mois dans le cadre des Jeux de la francophonie, justement sur l'accès égal au sport. Une palabre très intéressante que je vous encourage vraiment à écouter, avec des sportives notamment congolaises de RDC qui échangent justement sur comment elles ont vécu leur participation au sport, parfois dans des sports de combat, par exemple, on voit assez peu de femmes aussi, souvent. Sur la question des matières scientifiques, quand tu parlais justement des mathématiques, c'est intéressant parce que justement, il y a des études, plein d'études le prouvent maintenant, hein, dès le plus jeune âge, il y a des tests qui se font sur le français, les mathématiques, les filles et les garçons ont globalement des résultats similaires. Et c'est aussi ce genre d'attitude qui fait que plus on va monter en âge, moins on va avoir de filles dans des filières, notamment les filières scientifiques. Et ça va avoir un espace, mais des conséquences très concrètes finalement sur le marché de l'emploi après. Parce que déjà, le nombre de femmes ingénieurs, il va être inférieur. Sauf qu'on est quand même dans des sociétés où aujourd'hui, les métiers du numérique sont des métiers qui sont aussi ceux qui payent le plus. Ouais. Donc ça va aussi avoir par la suite des conséquences aussi très concrètes sur les revenus et les différences de revenus entre les femmes et les hommes. Parce que voilà, un ingénieur en informatique, aujourd'hui, il gagnera beaucoup plus que des métiers qui sont plus féminisés, mais voilà, je veux dire, parfois, ils touchent malheureusement même pas le SMIC. Ça, c'est un autre aspect. Et aussi, un des aspects aussi assez basiques, mais qui sont quand même importants de mentionner. Quand on n'a pas de femmes dans certains secteurs, là, on parle souvent du secteur des intelligences artificielles, ça a des conséquences très, 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 très précises, très réalistes, si je puis dire, dans le domaine de l'automobile, par exemple. Si vous voyez, je me souviens d'avoir lu des études où, par exemple, sur les tests des airbags, ils étaient faits sur des modèles de corpulence masculine, avec le poids et la corpulence d'un homme. Donc, quand on faisait les crash tests, c'était sur ces caractéristiques-là. Sauf que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre de femmes plus élevé suite à des accidents parce que justement, ça n'a pas été testé par rapport à leur résistance au choc par rapport à ça. Et ça aussi, c'est important d'avoir des hommes et des femmes dans tous les secteurs, au-delà de la question même de l'égalité de droit et des questions de justice et d'équité. C'est aussi pour des questions bien plus vraiment concrètes du quotidien.
Exactement. Ça peut avoir des conséquences très graves, effectivement. On va enchaîner avec une deuxième vidéo, puis par la suite, on pourra ouvrir les micros pour échanger avec les participants directement. Donc, déjà, préparez vos questions, puis ensuite, on vous donnera la parole. En octobre 2018, lors du sommet d'Erevan en Arménie, les États et gouvernements de la francophonie déployés sur les 5 continents ont adopté la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits et l'autonomisation des femmes et des filles, dite stratégie EFH. La francophonie reconnaît l'importance de déconstruire les stéréotypes sexistes et les normes sociales qui pérennisent les inégalités. À cet effet, elle a entrepris une série d'actions de prévention et lutte contre les attitudes, préjugés et comportements préjudiciables aux femmes et aux filles. La francophonie entend par ailleurs contribuer à la promotion des normes sociales valorisant les femmes en s'inspirant des savoirs endogènes et à la transformation des rapports sociaux inégalitaires entre les femmes et les hommes. Cette approche permet, dans un contexte de mondialisation, d'inscrire le plaidoyer de l'organisation dans la promotion du respect de la diversité culturelle. Les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les caractéristiques et les comportements d'un sexe basés sur des normes, pratiques et croyances socialement construites. Ils se caractérisent par des généralisations simplistes. Les stéréotypes figent les individus dans des rôles et sapent la capacité des personnes à réaliser leur potentiel en limitant les choix et les opportunités. Ils renforcent et perpétuent les modèles historiques et structurels de la discrimination. Certains stéréotypes qui reposent sur un sexisme bienveillant offrant protection et affection aux femmes qui adoptent les rôles traditionnels sont si subtils qu'ils peuvent ne pas être remarqués ou même être perpétués par les femmes elles-mêmes. Si les stéréotypes sexistes circulent activement à travers le monde, notamment sur les réseaux sociaux et Internet, des acteurs et actrices s'en saisissent de plus en plus pour les déconstruire grâce à des mobilisations locales et transnationales. Dans ce cadre, le plaidoyer et les actions de l'OIF s'attachent à promouvoir des pratiques éducatives inculquant le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes et dénuées de stéréotypes sexistes dès le plus bas âge et tout au long de la vie. Ceci notamment à travers la conception et la mise à disposition de supports de formation à l'usage des enseignantes et enseignants. Ces outils leur permettent d'intégrer et promouvoir l'EFH dans leurs cours, dans leur manière d'enseigner et dans l'animation de leur salle de classe. L'organisation a par ailleurs produit une étude portant sur l'identification et la collecte de normes et expressions sexistes qui permettent de mieux comprendre la persistance des stéréotypes liés aux femmes et aux filles dans 8 pays de l'espace francophone. Enfin, en sa qualité de championne et de coordinatrice de la branche parisienne de l'initiative International Gender Champion, la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mouchikiwabo, a organisé une conversation francophone sur le thème de la déconstruction des stéréotypes sexistes. Les échanges ont permis de mettre en exergue les bonnes pratiques en la matière. Très bien, merci. Là, je pense qu'on a pas mal de questions, des participants qui aimeraient participer. Donc, la première personne qui a levé la main, c'est Karim Sangon. Si vous pouvez prendre la parole, puis préciser là, à qui s'adresse votre question. Vous me recevez? Bonjour. Oui, on vous entend. D'accord. Déjà, je vous remercie pour cette initiative et profiter aussi dire merci à l'OIF parce que dans le mois de juillet et août, nous avons bénéficié d'une formation sur l'égalité homme-femme organisée par l'Institut de la francophonie pour la formation. Et ça m'a permis vraiment d'appréhender vraiment ces stéréotypes et apprendre beaucoup. Mais moi, ma préoccupation ici, c'est comment est-ce qu'on peut allier égalité homme-femme et les cultures? Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, il y a certaines cultures qui donnent une place à la femme et à l'homme dans les assemblées. Maintenant, comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourra allier ce combat-là de égalité homme-femme
en rapport avec la culture. Par exemple, ça. Si je peux peut-être prendre un exemple, par exemple, dans certaines cultures, par exemple, on vous dira, par exemple, le chef du village, par exemple, ne peut pas être convoqué, par exemple, par une femme. Maintenant, pourtant, dans ce que nous comprenons dans l'égalité femme, c'est qu'à certains postes de responsabilité, quand la femme a accès à ça, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de faire cela. Maintenant, comment est-ce qu'on pourra travailler pour expliquer cela aux gens, pour que les gens puissent le comprendre? Je ne sais pas si ma question a bien été comprise. Merci. J'adresserai cette question à Madame Diallo, comme elle est de l'OIF. Voilà, elle pourra peut-être dire quelque chose. Merci. D'accord, merci. Vous voulez que je réponde tout de suite ou on prend toutes les questions et on répond? Non, je pense que tu peux répondre à celle-ci. Ok. Vous pouvez. Alors, si j'ai bien compris, je reformule, comment allier l'égalité femmes-hommes et les cultures? L'idée de la question de l'égalité femmes-hommes, c'est pas de venir imposer un bloc qui viendrait notamment du Nord, qui viendrait d'une certaine partie du monde sur une autre. C'est vraiment d'essayer de travailler avec les gens et de s'adapter aussi. Maintenant, je sais aussi que, si je puis dire, dans certaines cultures, par exemple en Afrique, on dit que la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, on l'a souvent dit, même chez moi, c'est la nuit, le chef du village, par exemple, il va parler à sa femme, et après, c'est elle aussi qui prend la décision un peu indirectement, en tout cas, qui l'assiste ou qui l'aide à prendre les décisions à travers ces interactions. Comment allier donc EFH et culture? Je dirais l'idée, c'est d'essayer vraiment de montrer que les femmes et les hommes, on constitue déjà plus ou moins 50% de la population. Il n'y a pas de raison pour que les hommes occupent tous les postes ou que par exemple, les jeunes filles n'aillent pas à l'école. L'idée, c'est aussi d'être assez pédagogue et de montrer à tout le monde l'intérêt pour chaque population, chaque société, de faire participer les femmes, que ce soit aux prises de décision, au secteur économique, à l'éducation et j'en passe, de manière équitable et équilibrée parce qu'on est tous gagnants. Ça nous nourrit tous. On a parlé des exemples avec les voitures tout à l'heure, mais il y en a des dizaines et des dizaines comme ça, des exemples. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer je ne veux pas faire du relativisme culturel ou autre, c'est vraiment ça le risque. Et ça, je sais que souvent, en fonction des publics en face desquels je suis, c'est oui, mais on veut nous imposer quelque chose ou autre. Quand on regarde finalement et quand on analyse dans la plupart des sociétés, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont égalitaires. C'est juste que c'est pas promu de la même manière ou c'est pas perçu de la même manière. Mais finalement, les femmes, elles occupent aussi souvent beaucoup des places importantes dans la plupart de nos sociétés. Ça dépend aussi de comment on le valorise. Et paradoxalement, et l'étude menée notamment par Constantinos l'a montré, dans l'ensemble des sociétés, il y a des préjugés qui soient négatifs ou positifs, que ce soit l'étude a été menée dans 8 pays, mais je me souviens, que ce soit en Grèce, je me souviens qu'il y avait aussi Haïti, Vietnam, ouais. Des sociétés très différentes aussi. Des stéréotypes sexistes, il y en avait vraiment partout. Donc, c'est aussi peut-être aussi sortir de l'idée comme quoi, que ce soit, je sais pas, en France, au Canada ou autre, on serait sorti de ça et qu'il faudrait aller montrer aux autres comment faire. Non, on a tous beaucoup de choses à apprendre ensemble sur ces domaines-là. Merci, Camina. Très bien expliqué. On a un deuxième participant qui souhaite prendre la parole. Il s'agit de Depeskidou Roger Chunzu. Je m'excuse si je ne prononce pas bien votre nom. Vous pouvez y aller avec votre question en précisant à qui elle s'adresse, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, on vous entend. Merci. Je suis Depeskidou Roger Chunzu, chercheur au laboratoire de psychopathologie de l'Université de Douala au Cameroun, secrétaire général de l'APLF, entendez Agence panafricaine pour la promotion de la francophonie. Je tiens déjà à saluer
l'organisation de ce webinaire qui, justement, m'a permis de faire un voyage un peu plus profond. Ceci grâce à la formation relief que j'avais suivie, je pense, au mois de mars de l'année en cours. Alors, le petit constat que j'ai fait en tant que responsable d'une organisation qui promeut les missions déjà de la francophonie, c'est que c'est vrai, dans le cadre d'un projet comme celui de l'atteinte des objectifs des objectifs du développement durable, tels que l'a mentionné Madame Kamina Diallo, j'ai compris qu'avec la question du sexisme, elle en a également parlé de la discrimination de genre, et ainsi de suite. J'ai compris que dans le projet de l'OIF, l'accent est beaucoup plus mis dans les pays du Sahel. Pourtant, au Cameroun, on vit la même réalité. On vit la même réalité. C'est en fait l'occasion pour moi d'inviter une représentante de l'OIF de nous accompagner véritablement sur le travail de terrain. Parce que quand vous parlez des croyances, moi, je sais un peu de ce que ça signifie. Moi, par exemple, je suis en train de mener une recherche sur les troubles de conduite en lien avec les épidémies. Donc, par exemple, chez nous, il se dit, par exemple, que la saleté ne tue pas l'homme noir. Il se dit, par exemple, que la saleté ne tue pas l'homme noir. C'est aussi de cette façon-là que dans les cultures, il se dit que, voilà, une femme ne peut pas être chef pendant que les hommes sont là. Une femme ne peut pas succéder pendant que les hommes sont là. Donc, en réalité, c'est une question vraiment, c'est une question très profonde où vraiment la sensibilisation engageante, ma foi, semble une voie de sortie devant cette situation de crise. Et à côté de cela, voilà les moyens d'accompagnement sur le volet éducatif. Quand je parle de volet éducatif, que les formations ne se limitent pas seulement en ligne, mais que les formations soient également en présence pour permettre aux uns aux autres de pouvoir, en fait, pour que la formation en présence puisse susciter une certaine émotion à l'égard de ces personnes-là qui, auprès des populations cibles. Donc ici, là, j'en appelle en fait à l'OIF qui, ma foi, est en train de chapeauter le projet, de nous accompagner, nous, organisations qui sommes sur le terrain, de pouvoir mener un combat plus efficace. C'est vrai, beaucoup de choses ont déjà été faites, mais j'en appelle ici, là, l'OIF de nous accompagner parce que c'est depuis, je pense, depuis l'année passée que nous avions déjà sollicité l'adhésion l'adhésion de notre association au sein du réseau des jeunes. Bon, ça n'a pas été fait. C'est l'occasion pour moi aussi de vous relancer par rapport à ce sujet-là, que voilà, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied et que bon, l'OIF qui est aussi cette pièce maîtresse, qu'elle nous accompagne. Merci et bonne suite pour ce webinaire. Merci beaucoup. Peut-être juste préciser qu'il n'y a pas forcément d'accent particulier mis sur le Sahel. Hein. Le projet, il concerne l'ensemble des pays de l'espace francophone. Après, ça va dépendre des projets, des thématiques. Mais par exemple, si je prends le Fonds La Francophonie avec elle, on va travailler sur la zone océan Indien, tout comme on va travailler en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Et on s'est même élargi cette année dans le cadre du dernier appel. Donc vraiment, on essaye de travailler sur vraiment des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes hein, d'un pays à l'autre. On ne va pas exactement avoir le même problème en matière d'égalité femmes-hommes, mais quoi qu'il en soit, de travailler avec et pour tous les francophones de notre espace. Un autre point sur les formations présentielles, on fait beaucoup de formations en ligne parce que c'est de manière assez réaliste, ça permet d'avoir un groupe cible beaucoup plus élargi et ça permet aussi de faire communiquer des personnes comme vous qui sont au Cameroun avec d'autres participants qui seraient au Liban, d'autres au Vietnam et certains autres à Madagascar ou à Québec. Ça aussi, c'est une richesse
importante et il faut le prendre en compte. Et parallèlement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'organisations de la société civile sur différents projets, que ce soit dans le cadre du Fonds La Francophonie avec elle, où un certain nombre de projets concernent aussi la sensibilisation des populations de manière plus large sur ces questions-là, dans différents domaines et secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité et j'en passe. Donc, on travaille vraiment, et travailler avec les organisations de la société civile, c'est travailler aussi avec des personnes qui sont sur place, qui connaissent le contexte et qui peuvent aussi le mieux répondre aux réalités vécues par les populations qu'elles connaissent le mieux. Je peux parler aussi de l'appel à projet ODD, qui permet de soutenir chaque année depuis plus de 3 ou 4 ans maintenant des organisations de la société civile dans la mise en place de projets à destination des populations sur les différents objectifs de développement durable. Donc vraiment, sachez-le, on fait en ligne parce que aussi le monde a changé depuis le Covid et il s'est ouvert finalement. C'est une grande richesse ce que nous permet de faire. Je suis à Paris, vous êtes à Yaoundé ou Douala, je n'ai pas bien noté, mais on peut communiquer comme si on était à côté l'un de l'autre. Et ça aussi, c'est une vraie richesse de faire parler des gens, que ce soit en Afrique, au Canada, en Asie, dans la Caraïbe. Et il faut aussi vraiment le prendre en compte, tout en sachant, comme je l'ai dit, que vraiment, nous, on travaille avec les jeunes à travers le réseau. On a aussi un réseau de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes, un réseau qui est aussi présent dans l'ensemble de l'espace francophone. Et on a aussi donc tous ces appels à projets, Fonds La Francophonie avec elle, appel ODD, qui sont vraiment des outils pour nous essentiels pour vraiment répondre aux besoins des populations francophones de notre espace. Merci, Kamina. Je remarque qu'on a un peu dépassé 16 heures, la heure de Paris. On peut peut-être prendre une dernière question avant de conclure. Je remarque aussi dans les questions-réponses qu'on reçoit les chats, on pose beaucoup des questions sur qu'est-ce qui est fait et les ressources. Donc, je vous rappelle qu'on a partagé les documents dans le chat. Donc, ça pourra aussi répondre à ces questions. Donc, pour la dernière question, c'est Ronick Louis. Je crois qu'il avait levé la main. Ronick Louis, si vous êtes toujours là, oui, vous pouvez y aller. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Paris, moi je suis en Haïti, c'est le matin, je suis en Haïti. Je ne sais pas ce que vous me dites. Oui, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. OK. La question serait, je suis en Haïti, je suis représentant de SOGER, Solidarité pour une jeunesse résiliente, une association qui œuvre dans le social en Haïti. Ma question serait, merci, d'abord, je tiens à vous remercier pour la formation et pour les différentes connaissances que vous avez apportées concernant l'égalité homme-femme. Maintenant, ma question serait, si, par exemple, mon association souhaiterait reproduire ou bien dupliquer cette formation, et dans quelle mesure l'OIF ou du moins la francophonie peut nous fournir des données, des supports pour permettre la duplication de cette formation, parce qu'en Haïti, et chez nos concitoyens, ce problème est majeur en Haïti. Donc, on voudrait, par exemple, dupliquer cette formation, mieux la partager avec nos jeunes, nos concitoyens, dans quelle mesure l'OIF peut nous aider à dupliquer cette formation. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'elle m'est adressée également. Je vous invite fortement à aller sur la plateforme Relief, qui, comme je le disais, est une plateforme qui recense un certain nombre de bonnes pratiques, notamment, et de ressources, y compris pédagogiques, avec des fiches vraiment pédagogiques où vous aurez toutes ces notions clés dont on a parlé, sexe, genre, qu'est-ce qu'un préjugé, qu'est-ce qu'un stéréotype, qu'est-ce que la discrimination, comment tout ça s'est lié. Tout ça est déjà partagé sur la plateforme Relief. Peut-être qu'on va repartager à nouveau le lien dans le chat.
sachant que nous aussi, on organise souvent des formations. Hein, comme j'ai dit, dans la plateforme Relief, il y a une formation à l'attention des enseignants et du personnel pédagogique en matière d'égalité femmes-hommes, et que souvent, il faut effectivement peut-être aussi bien regarder nos différents appels à projets. Mais je note que, en tout cas, la société civile et souhaiterait effectivement reproduire ce type de formation, et que peut-être effectivement, il faudrait, on l'a déjà fait hein, à de nombreuses reprises, former des formateurs pour qu'après, ils soient en mesure de former un certain nombre de leurs collègues et de population plus générale sur ces questions-là. Mais je le note et puis on verra si on peut faire plus. N'hésitez pas à peut-être nous renvoyer votre email. Je ne sais pas si on peut partager ça dans le chat avec la RGPD, mais voilà, n'hésitez pas à nous recontacter et puis on verra ce qu'on peut faire. Oui, merci Kamina. Donc, s'il est à l'aise de partager son email, oui, il peut le faire dans le chat et pour assurer le suivi. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. C'est très enrichissant. Je pense qu'on aurait pu rester ici pour une autre heure, certainement. Mais vraiment, merci. On veut exprimer là, vraiment qu'on est une sincère gratitude envers tous les participants qui se sont connectés aujourd'hui, envers nos intervenants. Merci Kamina, merci Constantinos. Ça a été très, très enrichissant. Donc, j'informe à tous que ce webinaire-là sera disponible sur notre page Facebook OIF Jeunesse. Il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Il pourra être regardé en différé à tout moment. Je vous informe aussi que notre prochain webinaire aura lieu le 21 septembre. Donc, restez à l'affût. Vous pouvez visiter notre portail jeunesse pour connaître les prochaines thématiques. Donc, encore merci beaucoup de votre présence, de vos contributions. Puis, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci.